pourquoi pas la chronique des possibles. Cette chronique, née de mon parcours, transmet mes apprentissages et mes prises de conscience et a pour objectif de vous aider à reprendre votre pouvoir personnel. Car aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, j'en retire de grands bénéfices personnels et professionnels. Et je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses, et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Croire en soi, c'est aussi devenir le héros de sa propre vie. Dans l'épisode 8 de la chronique, je vous avais partagé les premières étapes qui m'ont permis de me vivre comme l'héroïne de ma vie, c'est-à-dire les éléments du socle de la formulation de mes rêves. Aujourd'hui, dans cet épisode, je poursuis mon partage d'expérience autour de l'atteinte de mes objectifs personnels et professionnels. Je vais évoquer la stratégie de réussite pour les réaliser. Alors comment passer du rêve à la réalité ? Personnellement, je formule régulièrement des rêves grâce à mon imaginaire foisonnant et tous ne deviennent pas réalité. Alors comment est-ce que je procède pour passer du rêve à la réalité ? L'énergie que je ressens au moment de la visualisation du rêve pourrait bien faire la différence. Car cette énergie me procure une joie intense, un désir ardent. Et portée par une valeur de réussite et du dépassement de soi, j'en ai déjà réalisé quelques-uns, certains ayant déjà impacté le parcours de ma vie. J'ai par exemple, dès l'âge de 13 ans, formulé le rêve d'être à mon compte. Plus précisément, je voulais devenir PDG, sans peut-être savoir ce que ça voulait vraiment dire. Et à 33 ans, j'ai créé ma première structure entrepreneuriale. Puis à 17 ans, alors que je venais d'obtenir un bac scientifique, je souhaitais devenir psychologue. Au-delà du titre, c'était l'accompagnement de la croissance des autres qui me portait. Je n'ai pas pu le faire à ce moment-là. Je l'ai exercé à partir de mes 33 ans. Et aujourd'hui, en plus d'exercer les métiers de coach, de formatrice, de consultante en bilan de compétences et de facilitatrice en intelligence collective, je suis sur la voie pour devenir Gestalt praticienne. Et à 40 ans, un autre de mes rêves, j'ai été lauréate d'un concours d'innovation en matière de coaching à la suite d'une visualisation lors d'un voyage sonore. Alors comment y suis-je parvenue ? J'ai développé ma stratégie à partir de plusieurs éléments de ma personnalité, 5 pour être plus précise. En premier, il y a mon travail d'introspection en continu. J'ai découvert mes passions, mes centres d'intérêt, mes valeurs et mes croyances. Mes activités actuelles sont liées à mon intuition et mes motivations intrinsèques. Me développer personnellement est devenu mon hygiène de vie, un vrai accomplissement de moi-même. En deuxième, le dépassement de soi. Après m'être fixé un objectif stimulant, je tente, j'essaye, j'ose, je prends des risques, je sors de ma zone de confort en me demandant « mais qu'est-ce que je risque ?» L'adrénaline m'aide à me dépasser, en plus de la satisfaction que je ressentirai à l'atteinte de mes objectifs. En troisième, il y a ma grande capacité de travail. Je me donne les moyens de réaliser mes rêves dont la racine est mes valeurs et pour lesquelles je persévère. Si je rencontre un obstacle, si mes premiers plans ne fonctionnent pas, j'opte pour un plan B ou je décide d'un nouveau chemin. En quatrième, il y a la remise en question. Je me sens en amélioration continue quotidiennement pour rester en stimulation intellectuelle. C'est comme apprendre à faire du vélo sans monter dessus. Au-delà de monter sur le vélo, j'apprends des difficultés que je peux rencontrer dessus. Je jauge la vitesse, je m'ajuste sur la selle pour trouver mon équilibre. Et enfin, l'expérience est au cœur de ma réussite. C'est de l'expérience que naît la confiance. La confiance en soi n'est pas innée, elle s'acquiert avec le temps. Et quand j'ai une idée, je la lance et je vois après ce qu'elle donne. Si j'écoutais mon juge intérieur me dire « et si cela ne marchait pas », je ne prendrais jamais le risque de réaliser mes rêves. Alors la stratégie de succès reste personnelle. Chacun de nous a les ressources pour identifier la sienne. Souhaitez-vous connaître la vôtre ? Voici quelques clés. Trouvez 5 situations de réussite personnelle et professionnelle qui vous ont rendu heureux, fiers ou pour laquelle vous avez pris du plaisir. Puis, écrire ce sur quoi vous vous êtes appuyé pour réussir comme vous l'avez fait, en termes de comportement, de compétences, de ressenti. Et en faisant la synthèse, probablement que vous découvrirez votre propre stratégie. Une autre clé de mon voyage du héros, mon intuition. Plus je gagne en conscience de moi, plus j'accepte une compétence, l'intuition. Si j'ai mis quelques années à le faire, c'est parce qu'elle peut être perçue comme non rationnelle. Et pourtant, une des clés centrales de ma croissance est liée à l'écoute de mon intuition. De quoi s'agit-il ? Après des études dans le commerce et un burn-out, Victoria Pelé-Reimers, écrivain, coach et formatrice, est aujourd'hui spécialiste de l'intuition.
Elle définit l'intuition comme une connaissance immédiate et directe sans recours au raisonnement. Elle ajoute que cette part de notre intelligence est capable de puiser dans notre expérience la plus variée et de faire des liens improbables avec ce que l'on capte sur le présent par les signaux faibles qui nous attirent. Elle conclut que l'intuition enrichit la conscience du présent. Son accès est alors précieux pour nous aider à prendre des décisions qui sonnent justes dans l'ici et maintenant. L'auteur identifie plusieurs formes d'intuition. L'intuition contextuelle, qui nous guide dans nos décisions au quotidien. L'intuition relationnelle, qui se manifeste dans les rencontres et qui nous permet de sentir notre entourage et comment communiquer avec lui. Et l'intuition visionnaire, qui est cette capacité à percevoir à l'avance ce qui s'annonce, se profile, les tendances et aussi les risques. Je pourrais imaginer que l'intuition la plus présente en moi est l'intuition visionnaire, comme l'aigle cité dans le précédent épisode de la chronique. Très souvent dans mon quotidien, j'ai des pensées, des images qui surgissent sans que j'en comprenne le sens. En les écoutant, j'ai ainsi pu saisir des opportunités importantes dans mon parcours. Elle m'a par exemple amené à démissionner d'un CDI pour aller vivre en Guadeloupe, après y avoir passé seulement 15 jours de vacances. J'ai pris ce risque sans emploi à la clé, et malgré les réticences importantes de mon entourage, je savais qu'il fallait que j'y aille. Et cette prise de risque a été pour moi un très grand cadeau de la vie. J'y ai vécu comme une renaissance, notamment en faisant le lien entre mon esprit et mon corps. Et c'est une nouvelle clé à partager. Me sentir complète, être comme un tout, a aussi été une étape dans ma vie. Pendant longtemps, je pouvais sentir une coupure entre ma tête et mes ressentis. Il y a notamment 2 concepts qui ont marqué mon expérience de vie. Le premier concept, celui de l'indissociabilité entre le corps et l'esprit. Cette indissociabilité entre le corps et l'esprit est mise en évidence par les neurosciences et pour ne citer que lui, Antonio Damasio, professeur de neurologie de l'Iowa aux États-Unis. Lors d'une interview menée par David Servan-Schreiber, neuropsychiatre, professeur clinique de psychiatrie de l'Université de Pittsburgh et chargé de cours de médecine de Lyon 1, il explique les liens qui existent entre les deux. Par exemple, il dit « En modifiant l'état de notre corps, nous modifions notre façon de percevoir tout ce qui nous arrive, notre perception du monde. » Pendant très longtemps, je me suis sentie dissociée de mon corps avec une difficulté à accéder à mes ressentis. Je sais que nous sommes nombreux dans ce cas, car le système éducatif a longtemps misé particulièrement sur l'intelligence cognitive, plus que sur les autres intelligences. Et pour répondre aux injonctions de l'éducation, j'avais alors mis de côté mes ressentis, mes émotions, à tel point que je pouvais ne pas ressentir ce que je vivais à l'intérieur. Aujourd'hui, lorsque je pose à mes clients la question « Que ressentez-vous ?», ce sont des pensées qui s'expriment. Ce travail de contacter les ressentis peut prendre du temps. Le deuxième concept est celui du pardon. Ce qui m'a particulièrement marqué est le concept de l'ardoise. L'ardoise a aussi un sens figuré, celui de l'addition. Comme cela est si bien expliqué dans le livre « La dynamique du pardon » d'Étienne Jalenk, mes ardoises étaient remplies de rancune, de jugement envers les autres et envers moi-même. Je ne les effaçais jamais. Ils s'accumulaient sans avoir conscience de ce fonctionnement. En pratiquant la dynamique du pardon vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi, et ça était plus long pour moi, j'ai réussi à m'alléger et à vivre plus sereinement. Je n'ai pas à en vouloir à l'autre de ma façon de percevoir ses comportements vis-à-vis de moi. C'est un beau cadeau que de se dire que nous avons la capacité à changer notre façon de voir et de percevoir les choses. C'est à moi de dire quand cela ne me convient pas. C'est à moi de me séparer d'une relation qui devient toxique pour moi. Quand j'exprime que le pardon vis-à-vis de moi a été plus long, c'est parce que j'avais créé en moi un juge intérieur. Plus besoin d'avoir l'extérieur pour y mettre une critique de mes comportements. Je l'avais intégré en moi. J'ai réussi à le faire fondre après de longues séances de psychothérapie. Il s'invite encore quelquefois, moins longtemps et moins en profondeur. Je fais souvent référence à mon juge intérieur car sa place a été trop grande dans ma vie. Une autre clé est celle d'aller dans la zone de panique, c'est-à-dire accepter de sortir de sa zone de confort. Poussée par mes valeurs de réussite, la soif d'adrénaline et la curiosité, j'ai souvent fait des choses qui m'ont challengée fortement. Alors que j'étais plutôt timide enfant, je me rappelle encore sensoriellement la journée que j'ai passée avant de présenter devant 150 coachs et formateurs le protocole que j'avais créé et dont j'étais lauréate. Depuis cette expérience que je considérais folle, au cours de laquelle j'ai vécu un vrai moment de flow, j'anime aujourd'hui des conférences devant des dizaines, voire des centaines de personnes.
avec ma mentalité de développement. Chaque critique, chaque échec, chaque feedback devient une opportunité de progresser et de faire fructifier mon capital. Je vais même au-devant des critiques afin de faire mieux la prochaine fois. Et si je flippe avant de le faire, principalement à cause de ma peur du jugement et de mes croyances limitantes, c'est grâce au développement de ma sécurité intérieure et à ma perception de récompense à venir, celle de la fierté que je ressentirai après l'avoir accompli. Et pour être honnête, c'est souvent après coup que je me rends compte que ce que j'ai réalisé était fou. Cela me fait penser à la citation de Marcel Pagnol. Tout le monde savait que c'était impossible à faire, un ignare ne le savait pas, et il l'a fait. Le lien avec l'actualité que j'ai envie de faire est celui où notre monde se transforme. Et avant de vouloir changer le monde extérieur, comment pourriez-vous aller au cœur de votre propre monde ? À partir des rêves que vous formulez, comment faites-vous pour les réaliser ? Quelle est la place que vous donnez à vos ressentis ? Les écoutez-vous ou les taisez-vous ? Et quand un obstacle survient sur votre parcours, que faites-vous ? Décidez-vous d'abandonner ou vous appuyez-vous sur votre courage pour les dépasser ? Alors allez à sa rencontre intérieure, écoutez sa voix intérieure et ses motivations intrinsèques, serait alors reprendre son pouvoir personnel et devenir le héros de sa vie. Et je suis ravie de vous retrouver prochainement dans une autre chronique des possibles.